Bonjour, Eric Gibaud, Ajo.com. Je te reçois dans ma cabane, ici dans la forêt de Mervan, en Vendée, pas loin de ma ville natale, Fontenay-le-Comte. Et aujourd'hui, grâce à digitphoto.com, je vais te parler de cet appareil photo, le Pentax K3 Mark III. Alors Pentax, c'est peut-être une des marques les moins connues de la part des photographes les plus récents. C'est un peu dommage car ça c'est un petit bijou. Voilà, donc merci beaucoup à Digitphoto de m'avoir envoyé l'appareil photo. Merci à Arvia école-de-photographie.com qui sponsorise mes vidéos en français. Alors je te rappelle que Arvia te permet de te former à la photographie. Je te raconterai tout ça à la fin, mais au cas où tu ne devrais pas arriver jusqu'à la fin, aller jusqu'à la fin ou attendre l'impatience de te former, tu vois, eh bien tu as déjà les manières de te contacter dessous. Donc téléphone qui n'est pas surtaxé, un 09 c'est une région, c'est pas une surtaxe, email, site web. Surtout si tu les contactes de ma part, tu reçois un guide de 35 trucs pro gratuit, c'est un petit cadeau. Et un truc important, si jamais tu vas être à la retraite bientôt, beaucoup de gens laissent leur formation pour la retraite et quand ils contactent, eh bien ils n'ont plus le droit à ce qu'on appelle le CPF, c'est le compte personnel de formation qui te permet de te former gratuitement. Donc si tu vas bientôt à la retraite, inscris-toi déjà, même si tu commences ta formation à la retraite. Donc je te le dis maintenant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte trop tard qu'ils ont loupé l'occasion d'avoir cette formation gratuite. Si toi tu travailles, eh bien si tu as le droit au CPF, tu as évidemment la possibilité d'avoir la formation gratuite. Allez donc, c'est parti, on va parler de ce bijou. Alors pour pas que j'oublie, parce que si tu vas pas à la fin ou j'oublie de le dire, je te laisse en description les liens du magasin Digitphoto et aussi le lien direct vers cet appareil photo. Alors n'oublie pas, si tu vas sur Digitphoto, ce qui serait vraiment sympa, si jamais tu achètes quelque chose, pas forcément ça, où il n'y a aucune obligation d'acheter, de mettre là où c'est marqué code créateur, tu marques Gibaud, donc ça me file une petite aide. Alors revenons sur Pentax. Bon ben Pentax, malheureusement, c'est de moins en moins connu de la part des plus jeunes, alors que c'est une marque historique. D'ailleurs Pentax, le mot vient de pentaprisme. On voit tout de suite une petite relation avec l'inventeur quand même. Donc c'est un appareil photo réflexe. Pentax fait des réflexes APS-C, full frame et moyen format. Donc si on parle de cet appareil, qu'on va rentrer en détail, il ne faut pas oublier que Pentax depuis quelques années est propriété de Ricoh, RICOH, et malheureusement Ricoh a une politique de marketing et commercial qui fait que dans beaucoup d'endroits, on n'est pas trop au courant que Pentax est disponible, que ça existe. Les nouveaux arrivés ne savent même pas le nom, c'est vraiment dommage. Et c'est parce que cet appareil et les appareils Pentax sont vraiment des appareils qui sont excellents. Alors, moi par exemple, au Canaries, on ne peut l'avoir que sur commande, donc je suis vraiment ravi grâce à mon passage en France, disons, Digitphoto a pu me prêter l'appareil pour t'en parler. Donc on va rentrer en détail là-dessus, mais franchement, c'est super. Si tu l'as pas encore fait, je vais te demander un petit service, ça coûte rien. Si tu peux, abonne-toi à la chaîne parce que ça fait que les marques me prennent en compte pour m'envoyer du matos pour les présenter sur la chaîne, donc c'est sympa, ça permet d'avoir plus de contenu et puis de répondre à beaucoup de gens qui me demandent d'essayer tel ou tel matos, donc c'est vraiment sympa. D'ailleurs il y a 7 artisans qui viennent de m'envoyer un objectif grâce à ça, et ça faisait longtemps que j'en demandais, ils me répondaient même pas, et là ils m'ont contacté en disant oui Eric, on t'envoie un objectif, donc bientôt j'en parlerai. Voilà. Je dirais que c'est une des dernières, pour ne pas dire la seule entreprise qui a dit clairement qu'il ne voulait pas faire de mirrorless, d'hybride, et qui continue avec des réflexes. Alors quand tu vois la qualité de cet engin, tu dis ouais, on peut comprendre qu'il n'est rien à envier au mirrorless. Alors où ça se situe ça sur le marché? Eh bien ça serait un peu l'équivalent ou la concurrence d'un Nikon D500 ou d'un Canon 7D Mark II. Il n'y a pas vraiment d'autres réflexes au regarder, hein, si on parle du monde réflexe, je ne parle pas du monde mirrorless. Et ce qui est impressionnant, c'est la résistance de ces appareils. Alors ça, c'est APS-C. Après, il y a un modèle qui est full frame aussi haut de gamme, le K1 Mark II. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu la chaîne de Grégory Audubert, je te laisse le lien ici. Il fait toutes ses photos avec un K1 Mark II, justement, pour profiter de sa résistance à l'eau salée, puisqu'il fait des photos de mer à l'île de Noirmoutier, et on peut dire que son appareil il en prend plein la tête. Voilà, donc ça donne une petite idée. Donc je vais rentrer en détail sur celui-ci. Alors bien que cet appareil photo permette de faire de la vidéo, je n'ai pas fait de vidéo. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un appareil photo. Alors il y a certains trucs de vidéo qui plairaient peut-être à certains qui veulent faire de la vidéo, qui aimeraient même avoir ça sur leur appareil, par exemple un connecteur pour le casque, enfin bon, des écouteurs, ok.
Mais je pense que c'est plus intéressant de parler des fonctions. Il y a tellement de fonctions, je vais sûrement en oublier. Et puis je ne veux pas faire une vidéo de 3 heures non plus. Mais je vais te parler des principales, des trucs qui sont vraiment intéressants. Après, je te montrerai en détail tous les boutons parce que c'est impressionnant comme ça tombe bien sous les mains malgré la quantité des boutons. Et évidemment, j'ai passé des photos d'exemples, voilà. Mais déjà, quand tu vois la solidité, c'est impressionnant. Là, je suis sûr, là, je mets un clou là pour mettre la planche. J'utilise l'appareil, pom, 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 et je suis sûr que l'appareil continue. D'ailleurs, le K1 de Grégory, il est tombé par terre, il est toujours entier. Le Grégory avait plus mal que l'appareil en fait, voilà. Donc on va rentrer dans les détails, mais je pense que ça va être intéressant. Alors il me l'a envoyé avec le 35 mm f2. Je leur avais demandé que ça soit pas un objectif de kit, donc j'ai dit bah si tu veux un 35, ça sera l'équivalent, comme ça à PC, l'équivalent d'un 50, ça sera à peu près bien pour tester, voilà. Donc ils m'ont envoyé ça. Donc on va regarder ça avec le 35 mm 2.0 qui est vraiment pas mal, voilà. En fait, un de mes premiers appareils photo, dans ce cas-là argentique, ça a été un Pentax, un ME Super. Malheureusement, la pile s'est oxydée, il est bloqué. Alors, c'est sûrement nettoyable, hein, mais je l'ai jamais fait. Voilà, donc j'ai un Pentax chez mes parents. Voilà. Et donc, j'avais vraiment perdu un peu le contact de Pentax, puisque comme on ne le trouve plus en distribution là où je suis, eh bien, j'avais un peu perdu de vue ce que faisait la marque. De loin, au salon de Paris, j'avais vu le premier K1 avant le Mark II, et voilà, mais sinon, voilà, j'étais un peu perdu. Donc là, quand j'ai relu les spécifications, les spécificités ou les fonctions de cet appareil photo, j'étais un peu soufflé, de dire ah mais ça, ah mais ça, ah mais ça, j'étais quand même surpris, voilà. Donc, comme je disais avant, c'est donc un réflexe, donc avec un miroir. Je précise qu'il y a des gens qui sont un peu perdus avec ça, ok. Format du capteur APS-C avec une définition de 25,7 millions de pixels. Alors, c'est un capteur de dernière génération puisqu'il est rétro-éclairé. Il y a nettoyage de capteur, donc toujours bienvenu, c'est bien qu'il y a ça. Mais enfin, bon allez, on va casser un peu de Pentax parce que j'ai été sympa jusqu'à présent. On va quand même rire de leur annonce sur les ISO élevés, parce que là, ils y sont carrément allés un peu fort, puisque les ISO vont depuis 100 ISO, alors là, on pouvait deviner, jusqu'à 1 600 000 ISO. Bon, c'est un peu optimiste. Alors, 1 600 000, il le fait. Donc, moi, je dirais sincèrement, jusqu'à 25 000 ISO, ça va. Enfin, je te passe des photos. Jusqu'à 25 000 ISO, ça va. Ce qui est déjà bien. Même 12 800, c'est clair. À 25 000, c'est utilisable. Mais 1 600 000, moi je trouve que c'est le plus semblable que j'ai vu à une pizza en fait. Tu vois, tu as tous les ingrédients. Donc c'est peut-être bien s'il te faut une photo de paparazzi, dire bon ben on devine qu'il y a ce mec qui est caché entre le bruit, ouais, et puis il est avec l'autre là, ouais, c'est possible. Ouais, peut-être. Mais sinon, je pense que c'est pas vraiment utilisable. Mais enfin bon, ça m'a fait rire quand j'ai vu la 1 600 000, j'ai dit là les mecs ils y vont fort. Mais quand même, je pense qu'au niveau de ce qui est utilisable, ils n'ont pas à envier certaines autres marques qui se vendent de faire des ISO élevés. J'ai failli dire alto. Quelquefois, je me mélange avec l'espagnol. Donc voilà. Donc ils n'ont pas vraiment à envier ceux qui font ces résultats, parce que je pense que les résultats sont quand même pas mal. Enfin, tu vois, d'après les photos. Un truc qui est vraiment important. Alors, je sais pas si c'est unique chez Pentax. Mais il y a un stabilisateur dans le boîtier. Et ça, c'est assez rare en réflexe. Normalement, les réflexes, ils comptent la stabilisation sur les objectifs. Et là, c'est dans le boîtier. 5,5 stop, ce qui est vraiment pas mal. Et un truc qui est fantastique, ça veut dire que tu vas pouvoir monter des objectifs plus anciens et être stabilisé. Où tu n'as pas le problème d'avoir un objectif qui doit être stabilisé, c'est dans le boîtier. Alors, ils ont peut-être aussi des objectifs haut de gamme qui sont stabilisés et combinent les deux, ça je sais pas. Enfin là, le boîtier est stabilisé. C'est-à-dire que si tu montes un objectif vintage, par exemple, tu vas pouvoir être stabilisé. Et encore plus important, Pentax est une des rares marques, parce que Nikon pendant longtemps a ça aussi, mais ça c'est encore plus vieux chez Pentax. Quand ils ont abandonné la monture M42, donc à vis, ils ont mis la monture K. Eh bien c'est compatible avec ça. C'est-à-dire que tu as un objectif qui a 30 ans, tu peux le monter là-dessus et il va fonctionner. C'est pas merveilleux, monsieur. Voilà, donc ça c'est vraiment nickel. Voilà, sans avoir besoin d'adaptateur ni rien. C'est quand même super. Alors là, tu vois tout de suite les mauvaises intentions. Double carte mémoire. Alors c'est pas mauvaise intention, mais je veux dire, on voit tout de suite le niveau du marché qu'ils attaquent. Alors c'est SD, UHS
2 sur la première, c'est possible, et UHS 1 sur la deuxième. Donc voilà, mais bon, tu as double carte. Après, si on regarde l'ergonomie, la prise en main, tu vois, moi, j'ai pas des mains spécialement grandes ni spécialement petites, mais tu vois, j'ai pas le typique doigt qui passe dessous. De toute façon, il existe un grip, mais la prise en main, c'est vraiment nickel. Hein. En plus, celle-là, elle est... Bah, celui-là, j'ai tendance à dire cet appareil photo, il est assez compact si tu compares avec le K1, et la prise en main est vraiment spectaculaire. Hein. Ça, tu vois, moi j'utilise toujours une courroie, mais sauf quand je fais le test, parce que bon, pour pas abîmer la courroie, voilà, donc tu vois, vraiment nickel, hein, vraiment nickel, la prise en main est exceptionnelle. Donc on va voir tous les boutons là, parce qu'il y a vraiment, il y a vraiment de quoi regarder. Hein. Alors le viseur, c'est un viseur ce qu'on appelle 100%. C'est-à-dire que tu vois 100% de ce que tu vois dans le viseur, ça sera sur la photo. Voilà, parce qu'en réflexe, souvent, ils n'arrivent pas à 100%. Donc après, tu as encore un petit peu plus d'espace en dehors. Et c'est un viseur quand dedans, un genre d'autre écran, bah ouais, pour le superposer toutes les informations, ce qui est transparent. Donc en fait, tu vois les informations qui apparaissent. Donc tu peux avoir les grilles pour la composition, les informations techniques, aussi un niveau d'horizontalité, tout. Tu as tout ça qui est là-dedans. Et ce qui est impressionnant, c'est la luminosité de ce viseur. Je suis vraiment assez surpris. Tu es vraiment en immersion complète dedans. C'est super lumineux. Tu es vraiment en immersion complète. Même en basse lumière, tu vois vraiment bien au travers du viseur. Qui a évidemment des dioptries pour l'adapter, tout ça. Voilà, ok. Après, tu as l'écran. L'écran, il est tactile, 3,2 pouces. Alors, tu comptes en centimètres. Hein, moi, je n'ai pas calculé combien ça faisait de centimètres. Ok. Et donc, il est tactile, tout ça. Et ça va te faire... un ensemble viseur écran qui va vraiment te permettre de travailler. Et normalement, c'est de travailler au viseur, mais tu as aussi évidemment un live view. Tu peux bosser au live view si tu veux. Voilà, mais bon, voilà. Donc, continuons la visite. Revenons sur l'écran. C'est important de configurer les couleurs. Tu peux ajuster les couleurs parce que de fabrique, enfin moi tel que je l'ai reçu, j'ai trouvé que les couleurs étaient assez éteintes, les photos assez ternes, et je pensais que c'était peut-être comme ça qu'elle était la photo, où il faisait un profil super neutre, et en fait non, c'est simplement l'écran, tu peux le mettre, l'ajuster, mais là il vient de série avec des trucs complètement neutres, ce qui fait que ça fait assez éteint. Voilà, bon. Faut le savoir parce que sinon tu vas être un peu ouais, qu'est-ce qui se passe. Ouais, ok. Alors évidemment tu peux l'utiliser en live view aussi bien pour des photos que si tu passes en mode vidéo. Alors on va faire la visite du propriétaire comme on dit. Alors je suis pas le propriétaire, bon, alors voilà. Donc prise en main, très bien. Alors on va commencer par là, l'interrupteur, tout bête, on, et super intelligent ça. Si je veux voir la profondeur de champ, je tire là, j'ai pas besoin d'un autre bouton et tout ça, directement à la profondeur de champ. Après, ben, la petite roue qui pourrait être les vitesses, et ici ça pourrait être, c'est le diaphragme, mais tu pourrais les inverser si tu veux. Tu as une roue de fonction qui est là. Ici tu as l'accès si tu veux, photo, live view ou vidéo, c'est ici. Alors quand tu changes, ben, le menu il change après, hein, ok, quand tu vas sur les menus, ok. Après la compensation, les ISO qui sont ici, un bouton de fonction qui est programmable, ici plusieurs boutons, bon les typiques trucs pour se déplacer, tout ça, alors, avec accès direct à certaines fonctions, balance des blancs, équilibre des blancs, tout ça, nickel, bouton pour démarrer l'enregistrement, le joystick pour déplacer les points autofocus. Tu vas de l'autre côté, ben, tu as la roue typique des modes, mais aussi tu as la possibilité d'avoir gardé des profils. Donc tu vois, il y en a plusieurs d'utilisateurs, puisque tu en as 5 ici, ok. Après, pour débloquer la roue, tu peux appuyer là-dessus et tu la débloques. Tu appuies et tu la débloques, mais si tu veux qu'elle soit toujours débloquée, tu peux bouger ce petit levier. Et là, c'est toujours débloqué. Donc ceux qui n'aiment pas que ça soit bloqué, ben, ils peuvent parfaitement se mettre comme ça. Si on va sur l'autre côté, parce que c'est pas fini, hein, on continue les boutons. Alors là, l'autofocus, tu choisis si c'est manuel ou autofocus. Là, le type d'autofocus, le mode que tu veux. RAW, si par exemple tu fais de la photo en JPEG, tout d'un coup tu veux un RAW, tu appuies dessus, tu bosses en RAW. Là, l'activer le mode de, comment ça s'appelle, le stabilisateur. Et après, ici, je ne sais pas trop ce que c'est, mais comme ça dit qu'il y a un connecteur pour synchro flash, je pense que c'est là-dessous, mais j'ai pas voulu forcer parce que j'arrivais pas à l'ouvrir. Donc je sais pas si on tire, ce qu'on vise, donc j'ai pas voulu forcer, mais c'est peut-être bien ça. Après la connectivité, alors on repart de ce côté. Ici tu as connecteur micro et casque. Après ici tu as USB-C et micro HDMI. Et ici, tu as la télécommande, le connecteur télécommande. Alors, le connecteur télécommande, tu peux donc avoir une télécommande si tu veux pour le faire marcher, mais aussi si tu veux, tu peux le contrôler depuis une application sur ton smartphone sans problème. Après, ben, tu as
pour mettre le trépied. Ça, si tu l'enlèves, c'est pour connecter quand tu connectes le grip. Et regarde la qualité, par exemple, la trappe, hein, regarde la trappe du Pentax pour la batterie. Tu tournes, quand tu veux, tu as vraiment d'ouvrir un sas de banque, tu vois. Regarde comme c'est scellé, c'est vraiment dingue. Hein. Au fait, la batterie, hein, 800 photos sur une charge, hein, c'est le minimum, hein, c'est ce qu'ils annoncent. Voilà. Donc, quand tu regardes, c'est vraiment, ça fait un petit peu piano, mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est sans connaître cet appareil photo, tout de suite, j'avais les doigts qui tombaient au bon endroit. Ah ouais, là, un truc important, je voulais dire, regarde là, tu vois, AF, si tu veux utiliser ce bouton pour faire la mise au point, et ils ont séparé le blocage de l'éclairage de la mesure de lumière. Donc c'est intéressant d'avoir ça séparé. Sur le OM1 de OM System, c'est comme ça. Mais les 3/4, c'est ensemble. Donc ça te bloque la lumière en même temps que la mise au point. Tandis que là, non, c'est séparé. C'est vraiment nickel ça. Donc celui qui ne veut pas utiliser son index pour faire la mise au point, il peut utiliser ça, mais aussi bloquer la mesure de lumière s'il veut. Non, c'est vraiment nickel. Hein. Réellement, le seul point négatif que j'ai vu au bouton, c'est le bouton pour regarder les photos, le play. Je pense qu'il est très facile quand tu appuies, si tu appuies avec le pouce, de tourner la roue des diaphragmes. Et ça m'est arrivé beaucoup de fois, donc j'aurais préféré avoir le bouton ailleurs. Voilà. Mais sinon, c'est le seul petit problème que j'ai vu, quoi. C'est ce bouton qui est trop près là de cette roue. J'aurais peut-être mis ailleurs, mais je sais pas trop où. Hein. Ne pose pas la question, mais je pense qu'il aurait été mieux ailleurs. Voilà. Continuons. Alors, l'autofocus, les modes, il y a plusieurs types. Alors le simple, évidemment, le continu, bon, c'est habituel, mais il y a aussi du bracketing. Bracketing de profondeur de champ. Par exemple, tu veux faire une photo macro et tu veux... Alors, ça a l'air surprenant pour quelqu'un qui fait du réflexe. Pour celui qui fait du mirrorless, c'est habituel. Mais enfin, en réflexe, c'est pas habituel. Donc tu veux faire une photo d'une mouche, tu veux pas qu'il y ait la pointe de la patte de la mouche qui soit mise au point, mais toute la mouche, eh bien ça va te faire plusieurs photos en déplaçant le point de mise au point et ça va te faire la photo. Il y a aussi un bracketing de mouvement. Je ne me demande plus trop ce que c'est, je ne me souviens plus. Ok. Multi-exposition, time-lapse. Enfin, il y a un paquet de trucs, on va continuer. Je te refais d'autres petites surprises comme ça en route, voilà. Synchronisation flash, 1/2 centième de seconde. Bon, ça c'est un petit peu décevant, 1/2 centième, parce que je pense un appareil photo qui est pensé plutôt pro, ça aurait été logique d'avoir 1/250e de seconde, à mon avis. La vitesse d'obturation, depuis 30 secondes jusqu'à 1 millième de seconde, et après en mode bulbe, depuis 1 seconde jusqu'à 20 minutes. Bon, 20 minutes c'est bon, hein, mais il y a certaines personnes qui ont peut-être besoin d'un peu plus. Voilà, bon, voilà, ok, 20 minutes, c'est ça. Surprenant, je sais pas ce que ça fait là, mais enfin ça y est, c'est l'effet, les effets spéciaux sur les photos, jouets, rétro et tout ça. Je sais pas si quelqu'un qui utilise ce genre d'appareil photo a besoin de ça, mais enfin ça y est, s'il voulait. Ça fait aussi du HDR, alors attention, relax, HDR c'est pas les couleurs bizarres horribles, ça c'est du tone mapping, mais tout le monde confond le mot. HDR en fait ça va faire plusieurs photos, ça va faire que ça va rapprocher les hautes lumières des ombres, ça va faire agrandir le rang dynamique, et en fait, sauf si tu es photographe, si c'est bien fait, tu te rends pas compte. Parce qu'en fait, ça va voir comme tes yeux. Pas mieux que tes yeux, comme tes yeux. Par contre, ça va voir beaucoup mieux que ton appareil photo quand il ne fait pas le HDR. Voilà. Donc, tu as cette possibilité. Important, correction optique. Ça peut permettre de corriger les distorsions, l'aberration, les machins et tout ça. Donc, c'est bien. Correction de l'horizon. Comme c'est monté sur un capteur, il peut bouger, donc ça peut faire une correction de l'horizon pour qu'il soit horizontal. C'est le propre de l'horizon, voilà. Niveau électronique, un niveau qui te permet de savoir si l'appareil est aussi horizontal. Alors au niveau rafale, avec les chiffres qu'on entend de nos jours avec certaines mirrorless, ça va apparaître peut-être peu pour certains, mais ça reste très correct, même en mirrorless, et en réflexe c'est très bien, 12 images secondes, ça me semble plus que correct. Côté vidéo, alors, j'ai dit j'en ai pas fait, mais je vais te dire quand même que tu as des informations. Vidéo 4K à 30 et 24 images secondes, Full HD à 60, 30 et 24, et ça enregistre en continu maximum 25 minutes. Après, il faut redémarrer. Alors là, ce que je reproche à la vidéo, c'est que Monsieur Pentax, je sais pas quelle fréquence il y a électrique au Japon, mais dans les 3/4 du monde, beaucoup de pays du monde, la moitié disons peut-être, c'est 50 Hz. Donc normalement on utilise du 50 ou du 25 images secondes. Donc ça aurait été quand même cool de ne pas mettre seulement les fréquences utilisées par le NTSC, qui sont les fréquences des téléviseurs américains, mais aussi, pas oublier le monde PAL à 50 Hz. Donc ouais, là j'ai pas trop compris pourquoi s'y était pas. Dommage. Des trucs intéressants, par exemple le mode bulbe, typique, tu appuies sur le bouton, le déclencheur, et tant que le dos il se lève pas, ou la télécommande ne se lève pas, ça continue à faire la photo. Mais aussi ils ont mis un mode time,
C'est-à-dire que tu cliques, ça commence à faire la photo, et quand tu recliques, eh bien, ça arrête de faire la photo. Donc, ce qui est bien pratique. Après, tu peux indiquer la focale. Alors, ça sert à quoi? Ben, avant, je t'ai dit que tu pouvais monter un objectif ancien. Mais évidemment, ces objectifs anciens, ils ne communiquent pas avec le boîtier. Donc, tu ne sais pas trop ce qu'il y a. Donc, tu peux configurer pour qu'il sache quel objectif c'est, la focale et tout ça. Et de cette manière, ça va le garder dans les exifs. Et quand tu regarderas sur ton Lightroom, eh bien, tu auras les informations qui correspondent à cet objectif. Donc, c'est quand même cool. Après, ceux qui n'ont pas le temps d'aller à l'ordinateur et qui veulent shooter en RAW, faire leurs photos en RAW et après développer en JPEG, ils peuvent le faire dans l'appareil photo aussi, c'est possible. Donc par exemple, tu es en voyage, tu veux monter une de tes photos sur les réseaux sociaux et tu ne veux pas attendre d'être rentré pour la développer, tu développes le RAW par le Wi-Fi, tu envoies ça sur ton application et voilà, c'est parti sur Facebook, sur Instagram, où tu veux. Voilà. La batterie, j'avais dit que ça faisait 800 photos sur une charge. Mais là, attention, je vais tirer l'oreille de Monsieur Pentax. Alors, Mister Pentax, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous nous montrez que le réflexe c'est encore un truc vivant, que le réflexe c'est super, que le réflexe ça marche d'enfer. Là, on est tous d'accord. Et le chargeur, il est où? Encore? Déjà le chargeur, mais alors on peut pas rester classique d'un côté et devenir moderne de l'autre, c'est quoi cette histoire? Donc le chargeur, c'est un chargeur qu'on branche sur l'USB. Alors que moi j'aimerais aimer avoir un vrai chargeur où on sort la batterie du boîtier et on la met dans le chargeur. Donc là, faute grave, Monsieur Pentax. Non mais sérieux, faut pas rire quoi. Là, vous décidez de pas passer sur le monde réflexe, sur le monde mirrorless. Vous prouvez que le réflexe a encore une longue vie, au moins chez Pentax, mais encore une longue vie et des possibilités extraordinaires. Et puis là, le coup du chargeur, non là j'ai pas compris, sérieux. Alors la connectivité, j'ai montré avant les connecteurs qu'il y avait, il faut rajouter le Wi-Fi et le Bluetooth évidemment. Et on continue, et on continue. Et alors là, comme tu as été sage, tu es arrivé jusqu'ici. Je vais te mettre une petite cerise sur le gâteau. Le Star Tracker, c'est quoi ça? C'est en anglais, un Star Tracker, hein, voilà. Le suivi des étoiles. Eh bien c'est simple, quand tu fais des photos d'étoiles, tu sais que la Terre tourne, enfin j'espère que tu le savais avant de voir cette vidéo, eh bien comme la Terre tourne, eh bien si la pose elle est trop longue, les étoiles, ça fait un petit trait ou carrément une grosse trace, voilà. Donc celui qui veut avoir des traces, c'est bien, mais s'il n'en veut pas, eh bien qu'il faut qu'il monte sur son, ou il fasse une pause assez courte, en général jusqu'à 30 secondes, hein, il y a une manière de calculer en fonction de la focale, la taille du capteur et tout ça, ok. Mais en général 30 secondes. S'il veut que ça soit plus long, il faut qu'il monte une tête suiveuse sur son trépied et le trépied ça va tourner et suivre les étoiles à la même vitesse de rotation que la Terre, donc tu peux faire très long. Et sinon, eh bien il y a Monsieur Pentax qui sur cet appareil aussi sur son K1 profite de son stabilisateur pour bouger le capteur. Donc tu peux rester à 100 ISO et si tu veux faire un suivi des étoiles pendant 5 minutes. Donc une pause de 5 minutes à 100 ISO, ça donne une qualité assez exceptionnelle comparée à une pause de 30 secondes à 3200 ou 6400 ISO. Moi je peux te le dire, tu vois. Donc ça c'est vraiment super. Après ils ont ce que a Olympus, que a maintenant Sony sur certains appareils, ce qu'avait Hasselblad aussi, hein, c'est le Pixel Shift. En quoi ça consiste? Ça fait plusieurs photos en déplaçant le capteur d'un demi-pixel ou d'un pixel. Après, ça empile, ça fusionne les photos et ça te fait une photo de plus de résolution, c'est-à-dire haute définition. Alors là, c'est là que je critique encore Ricoh. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites au niveau du marketing? C'est marqué nulle part sur le site à quelle résolution tu arrives en haute résolution. J'ai pas trouvé. Alors, il y a les spécificités, les spécifications, il faut télécharger des PDF. Même là-dedans, j'ai pas trouvé. Donc, je peux pas te dire si tu gagnes le double, 4 fois, j'ai aucune idée. Bon, ça passe en haute résolution. Voilà. Alors, l'autofocus, 101 points. Bon, peut-être pour certains mirrorless, ça semble peu. Pour moi, à partir d'un point, je suis content. Donc, voilà, je suis super content. Donc, voilà, c'est super. Le boîtier, c'est du magnésium, c'est un bloc de magnésium. Là, tu sens sincèrement que c'est costaud. D'ailleurs, le boîtier pèse la bagatelle de, j'ai marqué par là, 820 grammes, voilà, sans objectif. Donc, tu comprends un petit peu quand tu vois le bloc, on dirait un bloc de fonte, hein, voilà, noir comme ça. Alors, il existe en couleur argent aussi, hein, il y a deux couleurs, ok. Donc, vraiment, tu sens que c'est costaud.
Alors, comme c'est costaud, tu vas comprendre pourquoi l'ami Grégory Audubert le met sous la pluie, sous la neige. Enfin, plutôt la neige, pas trop à Noirmoutier, peut-être de temps en temps, mais plutôt l'eau salée. Bon, alors lui, il a eu un K3 et maintenant il a le K1. Okay, donc, il est protégé contre la poussière et l'eau et les températures jusqu'à moins 10 degrés. Et c'est vraiment costaud. Petite cerise sur le gâteau encore. Allez, une autre petite cerise. Un truc typique de chez Olympus. L'équivalent du live composite. C'est-à-dire, ça fait plusieurs photos, ça actualise ce qui a changé sur la photo et ça conserve le reste. Donc par exemple, tu veux faire du light painting, le mec qui bouge un truc de feu par exemple, eh bien simplement, tu te mets dans ce mode-là, tout ce qui bouge pas, ça prend la première exposition, et ce qui bouge, eh bien ça actualise à chaque fois entre chaque photo. Nickel. Ou un orage par exemple, tu mets l'appareil photo, tu mets ça et ça fait les photos des éclairs au fur et à mesure qu'ils se font. Alors ça, je n'ai pas pu l'essayer, mais enfin, c'est indiqué. Voilà. Donc, on va parler des pour et des contre. Sincèrement, la liste des contre est quand même plus longue que la liste des pour. Regardez. Contre, les couleurs de l'écran, si tu n'as pas pensé à le pas laisser de fabrique. Ok, premier contre. Deuxièmement, le bouton play pour revoir les photos, qui est à mon avis mal placé. Donc là, j'ai quand même deux contre, et je n'ai qu'un seul pour. Sur le pour, j'ai marqué un mot, tout. Bah ouais, c'est quand même un truc incroyable. Moi, cet appareil photo, sincèrement, il m'a bluffé. Alors moi, souvent, j'ai dit que pour moi, un des meilleurs réflexes actuels, c'est le 90D de Canon. Et sincèrement, je pense que si on fait abstraction des possibilités mirrorless quand on le passe en live view du 90D, surtout au niveau de la vidéo, eh bien celui-là il a beaucoup plus de trucs intéressants, le suivi des étoiles, il y a plein de trucs qui sont là, la solidité, tout ça, ce qui fait que pour moi c'est quand même un appareil qui est supérieur. Si on compare avec le D500 de Nikon, eh bien celui-là il y a des technologies plus récentes, des trucs plus récents qui pensent que, à mon avis, c'est un appareil plus important, et le 7D Mark II aussi. Donc moi je suis vraiment bluffé par cet appareil, la qualité que ça offre. Alors c'est un prix, bon c'est pas donné non plus, mais enfin c'est pas énorme hein. Je sais plus s'il y a 1600, un truc comme ça, maintenant il en offre là. Hein. Mais pour la tranche de marché auquel elle s'adresse, le genre de personne qui pourrait l'utiliser, ça me semble très intéressant. Alors, il y a une quantité d'optiques impressionnante. Je te parle pas seulement de celles des vintage que tu pourrais monter dessus, mais aussi le fait que les actuels, et en plus ils ont toute une gamme spéciale APS-C aussi. Tu peux monter ceux qui sont pour full frame, mais tu peux monter, ils ont une série spéciale APS-C qui est aussi très importante. Donc moi je trouve que c'est vraiment super. Donc le plus gros reproche que je fais à Ricoh, le propriétaire et distributeur de la marque, c'est le manque de présence dans beaucoup d'endroits. D'ailleurs au Japon il ne se vend plus, c'est les appareils Ricoh et Pentax depuis cette année, ils ont annoncé qu'ils n'avaient plus les vendre en magasin, seulement en ligne donc. Et par contre dans les autres pays ça continue à être en magasin, là où ça se distribue, mais enfin tu peux toujours commander. Mais c'est vraiment dommage parce que je pense que ce sont des appareils extraordinaires. Tous les gens qui ne veulent pas tomber dans l'histoire du mirrorless, où ils ont l'impression de payer plus pour de la vidéo qu'ils n'utilisent pas que pour la partie photo, je pense que ça c'est un truc à prendre en considération si tu es au moins dans un pays où la distribution est habituelle. Voilà. Et non, Pentax a l'air quand même de tenir la route hein, au niveau entreprise aussi, depuis qu'il y a Ricoh qui les a rachetés. Bon, ça a l'air, la santé a l'air d'être ok, voilà. Surtout qu'ils n'ont pas peur d'optimiser leur marché. Bon, par exemple, sur le Japon, le fait que ça passe en vente en ligne, trucs comme ça, voilà. Mais bon, moi je pense que c'est un appareil photo, j'étais vraiment bluffé, je m'y attendais pas. Je pensais que c'était pas mal, mais je pensais pas que c'était aussi bien, voilà. Et sincèrement, moi non, je suis équipé en autre chose, mais si j'étais à mon époque réflexe, eh bien, j'aurais dit, ah ben ça c'est super comme appareil. J'aurais peut-être pas hésité à prendre un Pentax, parce que c'est vraiment un truc qui me semble franchement super. Donc, ouais, super. Donc si ça t'intéresse, je te laisse. Donc merci beaucoup Digit Photo de me l'avoir envoyé. N'hésite pas à jeter un coup d'œil en description, en lien vers le boîtier, vers Digit Photo. Si jamais tu acheté chez eux, alors pas forcément cet appareil, mais n'importe quoi que tu puisses acheter, c'est sympa si là où il y a marqué code créateur, tu marques Gibo, comme ça me file une petite aide.
Bon, n'oublions pas quand même notre sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui te permet de te former à la photographie à distance, donc par internet, sur une plateforme où tu vas faire les exercices que les professeurs t'ont demandé de faire, et les présenter, et les professeurs ce sont des photographes diplômés. Et donc une fois que tu as monté les exercices sur la plateforme, tu prends rendez-vous avec ton prof qui par chat va te corriger, te conseiller, te poser des questions et voilà, te critiquer ou te féliciter, enfin tout ça, voilà. Donc ce sont des cours vraiment amples et approfondis. Il y a 4 niveaux, ou 4 types plutôt que niveaux, je sais pas, je dirais plutôt 4 types. Celui qui veut devenir amateur averti, comme on dit, mais aussi celui qui veut devenir professionnel. Il y a aussi l'option d'aller jusqu'au bac pro. Donc les formations sont entre 8 et 12 mois, suivant ce que tu veux choisir. Et puis après, tu vas passer 10-12 heures par semaine à peu près. Donc voilà, c'est intense, mais c'est complètement compatible avec ton travail. Et ça va te permettre d'approfondir tes connaissances photographiques, de prendre de l'assurance et vraiment améliorer probablement ta technique et tes connaissances. Voilà. Donc pour une information complète de tout ce qu'ils proposent, je t'invite à visiter leur site web, mais surtout moi je te conseille de les appeler par téléphone, parce que c'est toujours mieux ce genre de truc, de parler avec la personne, comme ça tu vas sentir qui parle avec toi, comment ça se passe et tout ça, tu pourras poser toutes des questions, c'est peut-être pas aussi pratique de poser par email et tout ça. À mon avis, c'est mieux de téléphoner. Voilà. Alors, le numéro, c'est un 09. Ça, c'est un indicatif de région et non pas, c'est pas un surtaxé. Parce que les gens ils pensent 09, c'est surtaxé. Non, non, c'est pas surtaxé. Voilà. Et donc, voilà, c'est une école qui a 10 ans d'expérience quand même. Alors, si tu vas être à la retraite, inscris-toi déjà si tu n'y es pas encore. Parce qu'une fois que ta retraite est commencée, tu peux faire la formation, mais tu n'as plus le droit au CPF si tu es déjà à la retraite. Donc, il faut le demander avant de partir à la retraite. Même si tu pars à la retraite dans une semaine, demande déjà, même si tu commences le cours dans 3 mois. Ça, c'est aucun problème. Voilà. Alors, quand je parle de Arvia, je dis toujours un petit truc photo. Eh bien là, si tu n'as pas de Star Tracker sur ton appareil photo pour suivre les étoiles, je vais t'expliquer la technique pour savoir combien de temps tu peux exposer maximum. Alors, il y a plusieurs techniques, mais il y en a une assez simple, qui est un petit peu indicative. Tu prends la focale de ton appareil photo équivalent full frame. Par exemple, tu as l'équivalent d'un 50 mm. Tu prends le chiffre 500, tu divises par ce chiffre. 500 divisé par 50 égale 10 secondes. À partir de 10 donc 10 secondes. À partir de 10 secondes, les étoiles, tu verras un petit trait. Si au lieu d'un 50 mm, tu avais un 5 mm, eh bien ça serait 100 secondes, par exemple. Voilà. Alors n'oublie pas, si tu es en APS-C, tu multiplies par le facteur de ton APS-C. Si c'est un Canon, c'est 1,6. Si c'est Nikon, Fuji ou Sony, c'est 1,5. Si c'est un micro 4 tiers, c'est par 2. Et ça donnera l'équivalent full frame. Donc tu diviseras ce chiffre pour avoir le résultat. Donc tu sais combien de temps. C'est pour ça qu'en souvent, en photo des étoiles, on utilise des très grands angles parce que plus la focale est petite, plus tu vas pouvoir exposer longtemps avant qu'on perçoive la rotation de la Terre et donc que les étoiles soient bougées. Voilà. Donc c'était le truc de Arvia. Alors merci beaucoup Arvia, n'oublie pas de les contacter pour une possible formation ou en parler à d'autres. N'oublie pas d'indiquer que c'est Eric Gibaud, même si c'est quelqu'un qui appelle de ta part ou grâce à toi, parce qu'il recevra un petit guide gratuit de 35, je sais plus, guide, 35, trucs professionnels. Merci beaucoup Digit Photo, merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Digit Photo. N'oublie pas de mettre le code Gibaud sur le code créateur, ça me file un coup de main. Et aussi, je te laisse des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept et de Sandmark. Et aussi, un lien de mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Chose que tu peux aussi faire sous les vidéos où il y a un petit cœur avec un signe $. C'est aussi possible de faire un don si tu veux me filer un coup de main. Aucune obligation, hein. Donc, merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!